Une femme, dans un tailleur pantalon gris d'une élégance discrète, est sommée de patienter avec les autres justiciables. Sa seule intention est de trouver son nouveau bureau, mais la greffière la jauge de haut en bas, analyse sa peau foncée, et la rejette. Cette greffière, une matrone qui fait la loi dans le hall du tribunal depuis 2 décennies, éclate d'un rire strident. Vous, une juge? C'est la plus drôle de la journée, ma chère. Elle se détourne, sans se douter que son monde est sur le point d'être démantelé, car la femme qu'elle vient d'humilier n'est ni une prévenue, ni une avocate. Elle est la juge Manon Mercier. Et elle a été le témoin d'une scène qu'elle n'aurait jamais dû surprendre. Le palais de justice de la Drôme n'était pas un lieu accueillant. C'était une usine à traiter des vies. Haut de 6 étages, c'était un bloc de granit menaçant des années 50, souillé par la pollution. Ses fenêtres, semblables à des fentes, évoquaient davantage les archères d'une citadelle que des sources de lumière. À l'intérieur, l'atmosphère était viciée, imprégnée d'odeurs de café froid, de déterge industriel et de l'effluve métallique, presque imperceptible, du désespoir. Il est 7h45, et le hall principal est encore baigné d'un calme précaire. La cohue matinale des prévenus, des témoins et des avocats surmenés n'a pas encore commencé. Manon Mercier s'immobilise un instant après avoir passé les lourdes portes en bronze, réajustant la bandoulière de son simple sac en cuir. Elle est une nouvelle venue, non seulement dans ce tribunal, mais dans toute la juridiction, ayant accepté une nomination en cours d'année pour combler une vacance imprévue au tribunal de grande instance. Elle est venue tôt, en civil, dans ce tailleur pantalon gris fusain, à la fois professionnel et passe-partout. C'était son rituel. À chaque nouvelle affectation, le premier jour, elle arrivait avant le tumulte, avant de revêtir la robe et de saisir le marteau, pour observer, pour s'imprégner du pouls du lieu. Un tribunal, pensait-elle, possédait un rythme cardiaque, et ce rythme était souvent irrégulier, pathologique. Son regard parcourut le vaste hall résonnant. Sur sa droite, un long banc de bois usé par le temps. Sur sa gauche, le bureau du greffier en chef, une citadelle dans la citadelle, barricadée derrière une paroi de verre blindé. 3 guichets, un seul d'ouvert, projetant un halo de lumière blafarde sur le linoléum. Derrière la vitre, une femme était assise. Elle portait une coiffure en chignon ruche, d'un blond grisonnant, d'une hauteur impressionnante, qui semblait avoir été cimentée par des litres de laque. Ses lunettes étaient suspendues à une chaînette de perles autour de son cou, son visage arborant une expression permanente d'autorité revêche. Une petite plaque gravée sur le verre précisait « Monique Dubois, greffière en chef ». Manon vit alors un jeune homme, engoncé dans un costume trop grand, manifestement un avocat débutant du service de l'aide juridictionnelle, s'avancer vers le guichet de Monique. « Pardon, Madame Dubois, dit-il, la voix mal assurée. Je viens déposer une motion de report dans l'affaire État contre Dubois, on m'a indiqué. » Monique ne daigna même pas lever les yeux de son écran d'ordinateur. Elle dressa un doigt à l'ongle pointu. L'avocat eut un mouvement de recul, comme s'il venait de recevoir une gifle invisible. Il patienta. 10 secondes. 30. Une minute entière s'égrena. Manon décrypta la manœuvre de pouvoir. Monique lui signifiait sa place dans la hiérarchie. Enfin, Monique exhala un soupir. Un long souffle théâtral, empreint d'un profond agacement. Elle tourna la tête avec une lenteur calculée. Dubois. Bien. Vous êtes en retard, asséna-t-elle. Leur limite de dépôt est 9 heures. Le jeune avocat bredouilla. Mais il est 7h48. Leur limite est 9 heures, le rectifia Monique, sa voix dégoulinant de mépris. Leur limite de ma patience était hier. Vous, les avocats commis d'office, vous vous imaginez pouvoir vous pointer ici à n'importe quelle heure et déverser votre paperasse sur mon bureau. J'ai des magistrats à gérer. Elle lui arracha les documents des mains. Allez patienter. Je m'en occuperai quand j'en aurai le loisir. Et rectifiez votre cravate. L'avocat, le visage empourpré, marmonna un remerciement et s'éclipsa en tâtonnant son nœud de cravate. Manon prit une inspiration lente et silencieuse. La gardienne des lieux, songea-t-elle. Elle connaissait ce profil par cœur. Chaque juridiction avait la sienne, une fonctionnaire carriériste qui prenait son rôle de rouage essentiel pour le moteur tout entier. Ces personnes ne se contentaient pas d'archiver des documents, elles manipulaient le pouvoir. Elles régissaient les accès, les plannings et, en fin de compte, le flux de la justice.
Et celle-ci, Manon en avait l'intuition, se délectait de ce pouvoir avec une avidité malsaine. Elle réajusta son sac et s'avança. Le cliquetis de ses talons sur le sol était un son net et précis qui parut agacer Monique Dubois avant même qu'elle n'arrive. Manon se tint devant le guichet. Elle adressa à la greffière un sourire courtois et neutre. « Bonjour », lança-t-elle. Le regard de Monique la scanna avec une rapidité dédaigneuse, de sa coiffure simple à son visage mat, en passant par son tailleur sobre et ses chaussures fonctionnelles. Ce fut une évaluation expresse de sa position sociale. Le jugement fut instantané et sans appel aux yeux de la greffière, insignifiante. « Jour », lâcha Monique d'un ton monocorde. « C'est pour quelle affaire ?»« Aucune affaire », répliqua Manon, sa voix restant douce. « Mon nom est Manon Mercier. Je suis la nouvelle magistrate affectée à la salle 3B. Je suis ici pour récupérer mes clés et la pochette de bienvenue auprès de l'administrateur du tribunal. » Monique Dubois se pétrifia. Elle releva la tête de son écran, et cette fois, son regard n'était plus dédaigneux. Il était ouvertement, brutalement inquisiteur. Elle dévisagea à nouveau Manon de la tête aux pieds. Un petit sourire en coin se dessina sur ses lèvres. L'accueil des prévenus, c'est tout au fond. Bureau 104, dit-elle avec un geste vague de son stylo. Vous êtes en avance. Ça n'ouvre qu'à 8 heures. Le sourire de Manon resta intact, mais son regard se fit glacial. Pardonnez-moi, vous avez du mal comprendre. Je ne suis pas une prévenue. Je suis la juge Mercier. Je reprends les audiences du juge Bernard en 3B. Cette fois, Monique Dubois ne se contenta pas de sourire. Elle éclata de rire. Pas un petit rire étouffé. Un caquettement bruyant, strident, presque un aboiement, qui ricocha dans le hall désert. Un rire de pure dérision. Une juge ? S'esclaffa-t-elle en se renversant sur son siège, une main sur la poitrine. Ma pauvre dame, elle est excellente. Décidément, on laisse n'importe qui se déguiser de nos jours, c'est incroyable. Elle se pencha en avant, le visage transformé en un masque de condescendance. Écoutez-moi bien, madame, je ne sais pas à quoi vous jouez. Vous êtes peut-être une de ces individus contestataires. Ou alors vous êtes juste paumé. Mais les juges, affirma-t-elle en tapotant la vitre, n'ont pas votre apparence, et ils ne se pointent pas comme ça, sortis de nulle part. Pas mon apparence, répéta Manon, sa voix s'abaissant d'une octave. Vous m'avez parfaitement entendu, claqua Monique, sa bonne humeur factice se muant en venin pur. Et maintenant, j'ai du travail, moi. Allez, circulez. Allez attendre avec les autres sur les bancs jusqu'à ce qu'on appelle votre affaire, la vraie, et fichez-moi la paix. Monique Dubois fit pivoter son fauteuil, offrant à Manon son dos rigide et son chignon impeccable. Le summum du mépris. Manon resta immobile devant le guichet. Le silence dans le hall était assourdissant. Le jeune avocat de l'aide juridictionnelle, dans un coin, assistait à la scène, les yeux exorbités, partagés entre l'effroi et une étrange fascination. Manon sentit une vague de colère brûlante, une vieille connaissance. Ce racisme désinvolte, institutionnalisé, qui déduisait son statut de sa couleur de peau. Elle aurait pu répliquer. Sortir sa carte professionnelle émise par la chancellerie. Exiger de parler à l'administrateur du tribunal, Éric Morel. Mais un autre instinct prit le dessus. L'instinct affûté, prédateur, de la procureure qu'elle avait été pendant 15 ans. Monique Dubois n'était pas seulement grossière. Elle était effrontée. Un tel niveau de mépris ne pouvait s'épanouir ex nihilo. Il avait été cultivé. Il témoignait d'un sentiment de toute-puissance si ancré qu'il se croyait invulnérable. Et Manon, qui s'apprêtait à rejoindre son bureau, changea ses plans. Soit, dit Manon d'une voix parfaitement maîtrisée. J'attendrai. Elle fit demi-tour, non pas en battant en retraite, mais avec une démarche lente et déterminée. Elle alla s'asseoir sur le banc de bois dur, contre le mur opposé. Elle posa son sac en cuir sur ses genoux, croisa les jambes. Elle n'était plus là pour prendre le pouls du tribunal. Elle était en chasse. Monique Dubois, depuis sa tour de verre, était la reine du hall, et elle venait de commettre l'erreur fatale de se moquer de la seule personne qui venait d'acquérir plus de pouvoir qu'elle. Le hall commença à s'animer. La vague de 8 heures était constituée de ceux qui n'avaient pas le choix d'être là. Les accusés en liberté conditionnelle, leurs familles,
les gens menacés d'expulsion. Ils affluaient, des papiers à la main, le visage marqué par l'angoisse. Ils formaient une file chaotique et tendue devant le guichet de Monique. De son promontoire, Manon Mercier avait une vue imprenable. Immobile tel un héron à l'affût, rien ne lui échappait. Elle assista au spectacle de Monique. À un homme blanc en costume élégant, elle offrait bien sûr, maître, immédiatement, maître. À une femme d'origine maghrébine, paniquée avec un nourrisson dans les bras, elle opposait un mur d'indifférence. Français, aboya-t-elle. Je ne comprends pas ce que vous baragouinez. Suivant. À un jeune Antillais qui voulait savoir où régler une amende, elle soupira. J'ai une tête de guichetière? Allez au sous-sol. Et mettez votre chemise dans le pantalon. On est dans un tribunal, pas dans un bar. Le spectacle était aussi révoltant que prévisible. Et puis, Manon le vit. L'homme au costume élégant, que Monique avait appelé « maître », était de retour. Il s'appelait Stéphane Leroy. Manon se souvint vaguement de son nom, lu dans une revue juridique. Un avocat véreux, un entremetteur, dont la spécialité était les affaires de conduite en état d'ivresse pour les plus aisés et les divorces houleux. Tout en lui n'était que parfum entêtant, montre tapa accent grave-l'œil et charme de serpent. Il ne fit pas la queue. Il se dirigea vers le côté de la cabine vitrée, vers une petite porte opaque où était inscrit « greffe, accès réservé ». Il frappa d'une manière particulière, un toc-toc-toc reconnaissable. La porte fut aussitôt déverrouillée de l'intérieur. Monique Dubois en personne l'entr'ouvrit. Son expression s'était métamorphosée. Le masque acariâtre avait laissé place à un sourire cupide et servile. « Stéphane, vous êtes matinal », chuchota-t-elle, sa voix portant néanmoins dans le silence du hall. « Un client en comparution immédiate à 9 heures, » murmura le roi en glissant la main dans sa veste. « Vous avez le document dont on a parlé, l'état des audiences ? » « Le voici, » dit Monique. Elle lui tendit discrètement une feuille de papier pliée en deux. Manon observait, l'esprit en alerte. L'état des audiences. Pourquoi tant de mystère ? Les avocats y avaient accès en ligne. À moins qu'il ne s'agisse d'une information anticipée. À moins que Monique ne lui révèle à quel juge son affaire serait attribuée avant l'annonce officielle, lui laissant le temps de préparer une stratégie sur mesure, ou pire, de demander un renvoi de dernière minute s'il tombait sur un juge réputé sévère. C'était une manipulation flagrante des règles. Le roi prit le papier, avec la même fluidité, lui tendit une enveloppe. Une simple enveloppe blanche, mais épaisse, bien trop épaisse pour contenir une lettre. L'épaisseur de billets de banque. Monique la saisit sans même y jeter un œil et la fit disparaître dans un tiroir de son bureau. Un plaisir, comme toujours, dit-elle. Partagé, Monique, répondit le roi avec un sourire plein de sous-entendus. Il tourna les talons et quitta le tribunal, incarnant l'assurance même. Manon sentit un frisson la parcourir. Ce n'était plus du simple racisme. Ce n'était plus une employée aigrie en plein abus de pouvoir. C'était un délit. C'était de la corruption, sous ses yeux, avant même l'ouverture des audiences. Elle était là depuis moins d'une demi-heure et venait d'assister à un acte de corruption visant à saboter l'impartialité de la justice. Elle fut sur le point de se lever. Son premier réflexe fut de sortir sa carte, d'appeler les huissiers et de les faire interpeller sur le champ. Mais elle se maîtrisa. La procureure en elle reprit le contrôle. Une observation est un fait isolé. 2. C'est un système. Elle attendit. 10 minutes plus tard, à 8h10, une femme déboula dans le hall. Elle était paniquée, les yeux rougis par les larmes, la coiffure en bataille. Elle serrait contre sa poitrine une épaisse liasse de documents. Elle donnait l'impression de ne pas avoir dormi depuis plusieurs nuits. Elle fonça vers le guichet de Monique, où la file s'était allongée. « Je vous en prie », implora la femme en dépassant tout le monde. « Je dois déposer ça. C'est une ordonnance de protection. Il a retrouvé l'adresse de ma sœur. Il a dit qu'il arrivait. Je vous en supplie, je dois la déposer avant mon audience de 9h30. » Un homme dans la file, un ouvrier du BTP à la veste de travail, se retourna. Et, oh, la dame, on fait la queue. Je ne peux pas, sanglota-t-elle en plaquant ses papiers contre la vitre. Je vous en supplie, Madame Dubois, je vous en supplie.
Monique Dubois la dévisagea avec un air d'ennui abyssal. Primo, vous ne doublez pas. Secondo, toutes les ordonnances de protection et requêtes unilatérales doivent être déposées avant 8 heures pour être audiencées ce matin. Vous êtes en retard. Déposez-la, et elle passera demain. Demain? Hurla la femme. Un cri d'effroi pur. Il pourrait. Il pourrait me retrouver d'ici demain. Je n'ai pas le temps d'attendre demain. Tout est là. Vous ne pouvez pas juste. Je vous en prie, tamponnez-la. Il est 8h11, dit Monique en désignant l'horloge. Le système informatique bloque les dépôts après 8 heures. Je n'y peux rien. C'est la procédure. La femme s'effondra, glissant le long de la paroi de verre jusqu'au sol, ses sanglots faisant écho. Non, non, non. Vous ne comprenez pas. Manon observait. C'était l'instant décisif. Le test. Monique contempla la femme en pleurs pendant un long, très long moment. Puis elle soupira, comme face à une enfant capricieuse. Elle sortit de son bureau et s'approcha de la femme sanglotante. Écoutez, dit Monique, sa voix se faisant un chuchotement conspirateur et malsain que Manon peina à entendre. Relevez-vous. Vous nous donnez en spectacle. Elle aida la femme à se remettre sur pied. Je peux peut-être faire quelque chose. Le système a ses failles. Mais pour outrepasser le blocage, il y a des frais assez élevés, pour disons, le dérangement administratif. Le visage de la femme se releva d'un coup, un mélange d'espoir et d'incompréhension. Des frais? Je paierai. Combien? La taxe pour procédure d'urgence, dit Monique, le regard vide, est de 200 €. En liquide. Manon vit le visage de la femme se décomposer. 200. Je n'ai que. J'ai 150 €. C'est tout ce qui me reste avant la fin du mois. Monique parut réfléchir. Son regard balaya le hall, passant sur Manon sans la voir, la classant dans le décor sans intérêt. 150 €, ça ira, concéda Monique, comme si elle lui accordait une faveur immense. Donnez. La femme plongea la main dans son sac, tremblant si fort qu'elle avait du mal à ouvrir son portefeuille. Elle en extirpa une poignée de billets chiffonnés. Elle les lui tendit. Monique s'empara de l'argent, le dissimula dans sa paume, puis prit les documents de la femme. Attendez-la, ordonna-t-elle. Elle retourna dans son antre. Manon ne la quitta pas des yeux. Monique s'assit, tapa quelques instants sur son clavier, puis ouvrit un tiroir. Elle en sortit un vieux tampon dateur manuel et en tourna les rouages. Elle le régla sur une heure antérieure. Elle apposa le tampon sur les papiers de la femme. Reçu à 7h58. Elle venait d'antidater un document officiel en échange d'argent liquide. Elle rackettait une victime de violence conjugale. Manon Mercier ferma lentement les paupières. La colère qui l'envahit était si glaciale, si pure, qu'elle en devenait presque apaisante. C'était la colère du chirurgien qui localise une tumeur. Ce n'était pas un simple rouage défectueux. C'était un cancer qui métastasait dans toute l'institution. Monique ressortit et tendit les papiers à la femme. Voilà, c'est tamponné. Vous passez à 9h30. Salle d'audience 2A. Maintenant, disparaissez. La femme, toujours en pleurs mais submergée par le soulagement, la remercia abondamment avant de courir vers les ascenseurs. Monique Dubois regagna son bureau, glissa les 150 € dans le même tiroir que l'enveloppe de Stéphane Leroy, et lança, au suivant. Manon consulta l'horloge murale. 8h25. Sa mission avait changé. Il ne s'agissait plus de sa dignité personnelle, ni de la morsure du racisme. Ce n'était que le symptôme. La maladie, c'était Monique Dubois. Et la juge Manon Mercier était venue pour l'opérer. Durant les 20 minutes qui suivirent, Manon resta assise. Immobile. Elle se contenta d'observer. Elle mémorisa chaque interaction, chaque rictus méprisant, chaque sourire narquois. Elle vit Monique égarer le dossier d'une association de mal-logés, provoquant un report, puis le retrouver miraculeusement pour un avocat d'affaires qui lui avait apporté une boîte de pâtisserie fine. Le hall était son fief, et elle y régnait par un mélange de tyrannie mesquine et de corruption méthodique.
À 8h45, un homme de grande taille en uniforme entra par une porte de service. Sa veste portait l'inscription « Huissier » et son badge indiquait « Franck Bernard ». Son visage était celui d'un homme blasé, qui a tout vu. Il salua Monique d'un signe de tête. « Salut Monique. »« La foire habituelle ?»« Comme d'habitude, Franck, » répondit Monique avec un grand sourire. La métamorphose était saisissante. La lie de la société est au rendez-vous aujourd'hui. Le juge Bernard les aurait déjà tous envoyés au dépôt pour outrage. Je ne sais pas ce que va donner la nouvelle. Mercier, c'est ça? Elle n'est pas d'ici? Demanda Bernard en buvant son café. C'est elle, dit Monique en baissant la voix, mais pas suffisamment. Une recrue de la discrimination positive, à coup sûr. Elle saura à peine distinguer une requête d'une conclusion. Encore une qu'il va falloir former. C'est lassant. Manon entendit, son visage impassible. Recrue de la discrimination positive. Encore une flèche. Encore un préjugé. Elle l'ajouta à la liste. Bref, dit Bernard en finissant son café et en jetant le gobelet. C'est l'heure d'ouvrir le cirque. Tu es prête pour la 3B? Toujours prête, soupira Monique. Bernard se dirigea vers la salle d'audience 3B, attenante au hall, et en déverrouilla les lourdes portes en bois. Les premiers avocats et justiciables pour l'audience de 9h commencèrent à s'y engouffrer. Monique prépara une pile de dossiers, son visage retrouvant son expression renfrognée. L'heure était venue. Manon Mercier se leva. Sa soudaine immobilité rompue attira l'attention de Monique. Manon ferma son sac en cuir. Elle lissa le col de son tailleur. Elle se dirigea non pas vers le guichet, mais droit vers la porte, juge et personnel uniquement, celle-là même qu'avait empruntée Stéphane Leroy. Monique releva la tête d'un coup. Son mépris habituel était de retour, teinté cette fois d'une vive irritation. « Et, vous là. Je vous ai dit que cette porte est interdite au public, hurla-t-elle. Un silence se fit dans le hall. Vous êtes bouché ou quoi? Je vous ai dit d'attendre sur le banc. Manon continua d'avancer, l'ignorant. Elle arriva à la porte. Monique était maintenant sur ses pieds, sa voix montant dans les aigus. Je vais vous faire inculper pour outrage au tribunal. Vous n'avez pas le droit. Manon sortit de la poche de son tailleur une simple carte magnétique blanche. Son badge d'accès temporaire tous services, remis par l'administration centrale en attendant son badge définitif. Sans un regard pour Monique, elle présenta la carte au petit lecteur mural. Un bip discret retentit, et le voyant du lecteur passa du rouge au vert. Le hurlement de Monique Dubois s'éteignit dans sa gorge, étranglé par une brusque suffocation. Le hall était plongé dans un silence de mort. Le seul bruit fut le déclic sourd de la serrure électronique. Manon poussa la porte. Elle marqua une pause sur le seuil et tourna la tête. Elle fixa Monique Dubois, dont le visage avait viré au blanc craie. Son imposant chignon semblait s'affaisser. Sa bouche était grande ouverte, mais aucun son n'en sortait. « Madame Dubois, » dit la juge Manon Mercier, sa voix posée mais chargée d'une autorité incontestable. Une voix qui n'exprimait pas une demande, mais un ordre. Il est 8h50. L'audience débute dans 10 minutes. D'ici là, j'exige 3 choses. Les mains de Monique, qui étaient posées sur ses hanches, se mirent à trembler le long de son corps. Premièrement, poursuivit Manon, vous allez me trouver les clés de mon bureau, le 3B, où qu'elles se trouvent. Deuxièmement, vous irez chercher ma pochette de bienvenue dans le bureau de l'administrateur. Je suis certaine que Monsieur Morel sera passionné d'entendre le récit de mon arrivée ce matin. Et troisièmement, ajouta Manon, son regard transperçant la greffière terrorisée, vous m'apporterez une tasse de café noir. Vous déposerez le tout sur mon estrade, dans la salle d'audience 3B. Ensuite, vous retournerez à votre poste et préparerez l'appel du rôle. Manon laissa ses ordres flotter dans l'air. Le jeune avocat de l'aide juridictionnelle, qui s'était attardé pour assister à la scène, tentait de dissimuler un sourire derrière un dossier. Votre honneur, bégaya Monique, sa voix n'étant plus qu'un filet de panique. Je n'ai pas. Je ne vous avais pas reconnu. Je croyais. Vous croyez, la coupa Manon avec une précision d'orfèvre, que j'étais une prévenue. Vous croyez que j'étais une simple citoyenne.
Vous croyez que je n'avais pas l'allure d'une juge. Ce que vous n'avez pas cru bon de penser, Madame Dubois, c'est que la personne à qui vous vous adressez, comme toute personne qui franchit la porte de ce tribunal, a droit à un minimum de dignité. Vos préjugés ne sont pas mon problème. En revanche, depuis cet instant, ils sont devenus le vôtre. Manon franchit la porte. 10 minutes, Madame Dubois, lança-t-elle par-dessus son épaule. Ne soyez pas en retard. Ce serait un mauvais exemple. La porte se referma derrière elle, laissant le hall dans un état de stupeur et de silence. Monique Dubois resta pétrifiée pendant 5 longues secondes, le visage déformé par une horreur grandissante. Le sang reflua de sa tête si vite qu'elle dut s'agripper à son bureau pour tenir debout. L'humiliation était absolue. L'équilibre du pouvoir au palais de justice de la Drôme venait de basculer, de manière instantanée et brutale. Puis la terreur prit le pas sur la panique. Elle se mit à courir, attrapant ses clés, farfouillant dans son tiroir, et se précipitant comme elle le pouvait vers le bureau de l'administrateur. Elle n'était plus la reine. Elle était une domestique effrayée, exécutant les ordres d'un nouveau maître. Et le pire, ce qui lui martelait la poitrine, ce n'était pas seulement l'humiliation. C'était le souvenir soudain et écœurant de Stéphane Leroy. L'enveloppe. La femme et son ordonnance de protection. Le tampon antidaté. Depuis combien de temps cette femme noire, cette juge, était-elle assise sur ce banc? Que avait-elle vu, au juste? Les 10 minutes que Manon passa dans son nouveau bureau furent un éclair de préparation intense. La pièce sentait le vieux papier et la cire au citron. Le juge Bernard, son prédécesseur, n'avait rien laissé. Une ardoise vierge. Manon trouva la robe de magistrat dans une grande penderie en bois. Elle enfila le lourd tissu noir, sentant son poids familier sur ses épaules. C'était son armure. Contrairement à ce qu'avait insinué Monique, elle n'était pas une recrue issue de la discrimination positive. Diplômée de l'École nationale de la magistrature, ancienne substitut du procureur, elle avait fait tomber 2 des plus gros réseaux de grand banditisme de la région lyonnaise. Elle avait choisi ce poste pour se rapprocher de son père malade. Elle n'était pas venue chercher les ennuis, mais Monique Dubois, par son arrogance, venait de lui déclarer la guerre. À 8h59, Manon se tenait derrière la porte en bois massif menant à l'estrade. Elle percevait les bruits feutrés de la salle qui s'installait. À 9h pile, l'huissier Bernard, le visage impénétrable, claironna la cour. Le tribunal de grande instance de la Drôme, chambre 3B, siège. Madame la juge Manon Mercier préside. La porte s'ouvrit. Manon entra et gagna son siège. La salle d'audience, de taille respectable, était pleine à craquer. Les avocats occupaient les premiers rangs. Les prévenus et leurs proches, partagés entre angoisse et lassitude, se tassaient au fond. Et au poste de greffier, à sa droite, se tenait Monique Dubois. Elle semblait avoir pris 10 ans. Son visage était livide, couvert d'une sueur froide. Les clés, la pochette d'accueil et une tasse de café étaient posées, exactement comme demandé, sur un coin de l'estrade. Manon s'assit. L'audience s'assit dans un bruit de chaises. Elle ouvrit le premier dossier. « Bonjour », dit-elle, sa voix, amplifiée par les micros, était claire et ferme. « Je suis la juge Mercier. Je présiderai désormais cette chambre. J'ai mes propres règles. Elles sont simples, ponctualité, préparation et respect. Envers moi, envers cette cour, et entre vous. Nous rendrons la justice au nom du peuple avec intégrité et diligence. Est-ce bien clair ? » Un murmure de « Oui, madame la juge » parcourut les rangs des avocats. « Parfait », dit Manon. Elle consulta la liste des affaires et tomba sur la première, État contre Dubois, l'affaire du jeune avocat. Première affaire, annonça-t-elle, rôle 901, État contre Dubois. Que les avocats s'avancent. Le jeune avocat du hall s'approcha, les yeux toujours incrédules. « Madame la juge, commença-t-il, j'ai déposé une demande de renvoi ce matin. » « Je l'ai sous les yeux, » dit Manon. « Et je vois que le ministère public s'y oppose. » La substitut du procureur, une femme énergique en tailleur bleu, se leva. « En effet, madame la juge. La victime s'est déjà déplacée 2 fois. Nous souhaitons procéder. » Manon se tourna vers l'avocat de la défense. « Votre motif, maître ? » Le
Le témoin clé de mon client vient d'être retrouvé. Il habite une région isolée. Demande acceptée, trancha Manon. La substitut et l'avocat restèrent bouche bée. Votre honneur? Insista la substitut. Demande acceptée, maître, répéta Manon, les yeux sur le dossier. Le droit à une défense pleine et entière est un principe constitutionnel. Le désagrément causé à l'État est d'ordre logistique. Nous fixerons une nouvelle date. Elle se tourna vers Monique. Madame Dubois, veuillez trouver une nouvelle date d'audience, d'ici 6 semaines environ. Coordonnez-vous avec les deux parties. Monique s'exécuta, ses mains tremblant si fort sur le clavier qu'elle peinait à taper. Le jeune avocat la regardait, stupéfait. Il venait de remporter une victoire inespérée. C'était le premier signe d'un changement. Manon enchaîna les 5 affaires suivantes avec une efficacité redoutable. Elle rejeta une demande de report de pure convenance d'un ténor du barreau. Elle accorda une demande de délai de paiement à un prévenu en difficulté. Elle était juste, rapide, implacable. Les avocats comprirent vite le message. Cette juge n'aimait pas les manœuvres dilatoires. Puis elle arriva au milieu de la pile. Affaire suivante, une requête pour une ordonnance de protection temporaire. Martin contre Martin. La femme paniquée du hall, Sarah Martin, était assise au premier rang, secouée de tremblements. Madame Martin, veuillez vous approcher, dit Manon. Elle parcourut la requête. Un récit brutal et sans phare de violence conjugale et de menaces de plus en plus graves. Madame Martin, j'ai lu votre requête. Vos allégations me semblent crédibles et la menace, imminente. L'ordonnance de protection temporaire est accordée, avec effet immédiat, déclara Manon. La femme fondit en larmes, des larmes de soulagement cette fois. Merci, madame la juge. Oh, mon Dieu, merci. Huissier Bernard, dit Manon, veuillez accompagner madame Martin au service compétent pour faire exécuter l'ordonnance et veiller à ce qu'elle quitte le tribunal en toute sécurité. Bien, madame la juge, répondit Bernard en se levant. Et madame Dubois, ajouta Manon, sa voix se faisant soudain plus dure. Monique tressaillit comme si on l'avait touchée. Oui, madame la juge. Apportez-moi l'original de la requête Martin contre Martin. Celui qui se trouve sur votre bureau. C'était le moment. L'ambiance dans la salle se tendit. La demande était inhabituelle. Madame la juge, bafouilla Monique, le dossier est. Il est informatisé. Je ne vous parle pas de la version informatisée, madame Dubois. Je veux le document papier que vous avez tamponné ce matin. Allez le chercher. Immédiatement. Le visage de Monique était exsangue. L'ordre était direct, sans échappatoire possible. Elle se dirigea, les jambes flageolantes, vers son bureau attenant. Toute la salle retenait son souffle, suspendue à ce drame étrange et tendu. Elle revint un instant plus tard avec le dossier. Elle le tendit à Manon. Manon l'examina. Elle vit la tache d'encre rouge et baveuse dans le coin. Reçu à 7h58. Puis elle leva les yeux vers la grande horloge murale de la salle. Il était 9h22. Madame Dubois, dit Manon d'une voix dangereusement posée, je vous ai personnellement vu réceptionner ce document des mains de madame Martin. Je vous ai vu le tamponner. La respiration de Monique était devenue saccadée. Et selon mes observations, poursuivit Manon, ce document vous a été remis aux alentours de 8h15, et non à 7h58. Un brouhaha de murmures parcourut la salle. Les avocats écarquillaient les yeux. C'était une accusation de falsification, un crime judiciaire. Madame la juge, il y a sûrement une méprise. L'horloge, mon tampon. Monique était en train de perdre pied. Il y a bien une méprise, affirma Manon, sa voix d'acier. Mais elle ne vient pas de moi. Je suis aussi très intéressé, madame Dubois, par les frais de procédure d'urgence que vous avez réclamés à madame Martin. C'est 150 € en liquide. Pourriez-vous m'indiquer quel texte de loi ou quel règlement autorise de tels frais? Monique Dubois laissa échapper un son étranglé. Elle se cramponna à son pupitre. Elle était prise au piège. Prise en flagrant délit par la seule personne qu'elle ne pouvait ni intimider, ni berner, ni ignorer. Et enfin,
dit Manon en haussant la voix pour que toute la salle l'entende, nous aurons une discussion approfondie sur l'attribution des dossiers, et plus particulièrement sur l'entretien que vous avez eu ce matin avec un certain monsieur Stéphane Leroy. Au fond de la salle, Stéphane Leroy, qui venait d'arriver pour son audience de 9h30, se figea. Son sourire arrogant s'effaça. Il vit le visage blafard de Monique, puis son regard croisa celui de Manon. Il comprit instantanément qu'il était découvert. Manon Mercier se pencha en avant. « Madame Dubois, je suspends l'audience. J'ordonne également à l'huissier Bernard de placer sous scellé votre bureau, votre ordinateur et vos effets personnels. Vous ne touchez plus à rien. Nous allons nous entretenir avec le président du tribunal et le procureur. Huissier Bernard. Madame la juge. Conduisez Madame Dubois à mon bureau. Et huissier Bernard. Oui, Madame la juge. Appelez le procureur. Dites-lui de dépêcher son meilleur enquêteur de la brigade financière sans délai. Et assurez-vous que monsieur Stéphane Leroy ne quitte pas ce bâtiment. Je le considère comme un témoin capital dans plusieurs affaires délictuelles. L'audience est levée. Tonna Bernard, sa voix résonnant tandis que Manon se levait et quittait la salle. Monique Dubois poussa un gémissement et s'affaissa sur sa chaise, la tête entre les mains. La salle d'audience était plongée dans un silence chaotique et stupéfait. Le marteau de la justice venait de s'abattre, non pas sur un accusé, mais sur le système lui-même. Le bureau de Manon devint le théâtre d'une agitation soudaine et fébrile. L'huissier Bernard gardait la porte, où une Monique Dubois tremblante et éplorée était assise sur une chaise. Manon était au téléphone, mais pas avec le président du tribunal. Pas tout de suite. Elle appelait Éric Morel, l'administrateur. Éric, juge Mercier à l'appareil. Oui, la nouvelle en 3B. Non, je n'ai pas encore eu le temps de consulter la pochette d'accueil, et c'est précisément la raison de mon appel, dit Manon, sa voix sifflant de colère maîtrisée. Elle observait Monique par-dessus son bureau. Je vous informe que je viens de suspendre de ses fonctions votre greffière en chef, Monique Dubois, avec effet immédiat. La voix à l'autre bout du fil protesta vivement. En tout respect, Éric, je me contrefiche du protocole. Je vous rapporte des faits. Je suis dans ce tribunal depuis 7h45. J'ai été le témoin direct d'au moins 3 délits commis par Madame Dubois, corruption, extorsion de fonds et falsification de documents. Donc, soit vous descendez gérer les aspects administratifs de cette crise, soit vous en lirez les détails dans la presse demain, quand j'aurai terminé avec le procureur. À vous de choisir. Elle raccrocha net. Madame la juge, sanglota Monique, je vous en prie, c'était une erreur, une simple erreur. Je vais rembourser. Rembourser quoi, Madame Dubois? Demanda Manon d'une voix douce. Le piège du procureur. Les 150 € que vous avez extorqués à une victime de violence conjugale, ou l'argent de l'enveloppe de monsieur Leroy. Combien y a-t-il eu d'enveloppes, Monique? Depuis combien de temps dure ce petit commerce? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, tenta Monique dans un dernier sursaut de déni. Vous avez accepté une enveloppe blanche et épaisse de Stéphane Leroy vers 8h05, en échange d'un document plié. Vous avez ensuite rangé cette enveloppe dans le tiroir en haut à gauche de votre bureau, récita Manon, sa voix neutre. Je suis prête à parier ma carrière que lorsque les enquêteurs ouvriront ce tiroir, ils trouveront cette enveloppe, et qu'elle sera pleine d'espèces. Me trompais-je? Le visage de Monique se décomposa. Elle comprit que c'était fini. La précision des faits était accablante. La porte du bureau s'ouvrit pour laisser entrer le président du tribunal Fournier, l'air furieux. C'était un homme d'un certain âge à l'imposante chevelure blanche. Mercier, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Gronda-t-il. Vous ne pouvez pas retenir une employée de la sorte. Vous mettez le chaos dans toutes les audiences du matin. Il y a des procédures. Président Fournier, dit Manon en se levant. Plus petite que lui, elle semblait pourtant emplir tout l'espace. Asseyez-vous, je vous prie. Madame Dubois, dit-elle en désignant Monique, est une délinquante. Je l'ai prise en flagrant délit de trafic d'influence et d'extorsion de fonds sur des victimes. Fournier s'interrompit, stupéfait. Monique? Notre Monique? Elle travaille ici depuis 30 ans. C'est de la diffamation,
madame la juge. Ah oui? Dit Manon. Elle se tourna vers l'huissier Bernard. Huissier, son bureau est bien sous scellé? Affirmatif, madame la juge. Personne n'y a touché. Parfait. Président Fournier, reprit Manon, auriez-vous l'amabilité de m'accompagner? Sans attendre sa réponse, Manon quitta son bureau, traversa le couloir agité et retourna au greffe. Fournier et Bernard, encadrant Monique, la suivirent. Le hall était plein et bruissait de rumeurs. Manon les ignora, passa derrière le comptoir et s'arrêta devant le bureau de Monique. Le tiroir en haut à gauche, madame Dubois, dit Manon. Ouvrez-le. Monique, tremblante, obéit. Elle ouvrit le tiroir. À l'intérieur, sous des notes adhésives et des trombones, se trouvaient 2 enveloppes. L'une, épaisse et blanche, venait de Stéphane Leroy. L'autre contenait une liasse de billets froissés, les 150 € de Sarah Martin. Le président Fournier laissa échapper un sifflement. Oh, Monique. Pas ça. Manon, à l'aide d'un stylo pour ne rien toucher, désigna l'enveloppe blanche. Celle-ci, je présume, est de monsieur Leroy. Elle se tourna vers Fournier. Elle monnayait l'attribution des dossiers, président. Elle permettait à des avocats comme Leroy de savoir à l'avance à quel juge ils auraient affaire, pour s'adapter ou se désister. Elle viciait le système à la source. Et ça, continua Manon en montrant l'argent, ça vient d'une victime de violence conjugale. Madame Dubois lui a fait payer 150 € pour antidater une ordonnance de protection. Une ordonnance qu'elle est tenue par la loi d'enregistrer gratuitement. Elle a racketté une femme qui craignait pour sa vie. Le président Fournier regarda Monique avec une déception immense, profonde. Monique, pourquoi? Monique s'effondra. Ce fut un déballage total. Parce que je ne suis pas assez payée. Hurla-t-elle, la voix brisée. 30 ans dans ce trou à rats. 30 ans à gérer. Toute cette misère, dit-elle en désignant le hall. 30 ans à rattraper les bourdes des juges, à me faire engueuler, à être traité comme une moins que rien. Le roi, lui. Il était reconnaissant. Il disait que je méritais mieux. Et cette femme, elle était en retard. Il y a un règlement. Le règlement que vous avez bafoué, dit Manon, sa voix glaciale. Le règlement que vous avez vendu. À cet instant, 2 hommes en costume firent leur apparition. Ils présentèrent leur carte à l'huissier Bernard. Brigade financière. Appel d'une juge Mercier. C'est moi, dit Manon. Messieurs, bienvenue au palais de justice de la Drôme. Voici votre principale suspecte, madame Monique Dubois. Et ceci, dit-elle en montrant le tiroir, constitue votre principale pièce à conviction. Je pense que vous découvrirez qu'elle a mis en place un système de corruption depuis au moins 2 heures. Et vu son assurance, je parierais que ça dure depuis des années. Manon ajouta en désignant la porte, son complice, monsieur Stéphane Leroy, est actuellement consigné dans ma salle d'audience. Je vous suggère de commencer par lui. Les yeux des enquêteurs brillèrent. L'affaire ne nécessitait aucune investigation. C'était une condamnation sur un plateau d'argent. Tandis que les enquêteurs entamaient les procédures, lisant ses droits à Monique et photographiant le contenu du tiroir, Manon s'adressa au président Fournier. Voilà le mal qui ronge notre institution, président, dit-elle à voix basse. Voilà ce qui arrive quand nous, les magistrats, nous nous installons dans une routine confortable. Nous laissons les Moniques de ce monde prendre le contrôle. Nous sacrifions l'intégrité sur l'autel de la facilité. Ce n'est pas seulement sa faute. C'est la nôtre. Fournier, juge depuis 20 ans, observa son hall comme s'il le découvrait. Il vit les visages anxieux, la confusion, la peur, et il vit celle qui en avait profité. Vous avez raison, madame la juge, dit-il d'une voix lasse. Vous avez entièrement raison. Il regarda Manon avec un respect nouveau. Que vous faut-il? Un nouveau greffier, répondit Manon. Un intérimaire, sur le champ. Quelqu'un qui a compris que son unique rôle est de servir le public, et non de le dominer. Et je veux un audit complet de tous les dossiers où madame Dubois et monsieur Leroy sont intervenus conjointement. Ceci, dit-elle en regardant Monique, en larmes et au bord de la crise de nerfs, n'est que la pointe de l'iceberg.
l'arrestation de Monique Dubois fut un séisme au sein du tribunal. Elle n'était pas une simple employée, elle était une figure. La voir emmenée, menottée, sanglotant et invoquant ses 30 ans de service, fut un spectacle qui figea le temps dans le bâtiment. Mais Manon Mercier n'en avait pas fini. Tandis que la brigade financière cuisinait Monique, qui, face aux preuves, avait commencé à tout déballer, Manon fit comparaître Stéphane Leroy dans son bureau. Il entra, non pas menotté, mais encadré par 2 huissiers et flanqué de son avocat, un certain maître Roussel, visiblement appelé en urgence. Son arrogance avait fait place à une pâleur de cire. Madame la juge Mercier, entama son avocat, mon client est ici de son plein gré, mais... Inutile, maître Roussel, l'interrompit Manon, assise à son nouveau bureau. Votre client n'est pas ici de son plein gré. Il est ici parce que je l'ai fait consigner comme témoin capital dans une affaire de corruption. Cependant, ces 30 dernières minutes, Madame Dubois s'est montrée coopérative, et il semblerait que le statut de témoin capital évolue vers celui de complice. Leroy blêmit. C'était un simple cadeau. Elle m'arrangeait pour mes plannings. C'est un geste, comme un pourboire. Manon eut un petit rire. Un son froid et tranchant. Un pourboire? Monsieur Leroy, vous êtes un auxiliaire de justice. Vous savez pertinemment que ce que vous avez fait s'appelle corrompre un agent public pour obtenir un avantage déloyal. Vous ne lui donniez pas un pourboire. Vous la payiez pour truquer la distribution des affaires, pour saper les fondements même de l'impartialité de la justice. Elle se pencha vers lui. Alors, voilà comment les choses vont se passer. Les enquêteurs sont dans la pièce d'à accent grave côté. Dans un instant, ils vont entrer et vous placer en garde à vue. Vous serez mis en examen, et votre caution sera fixée à un montant exorbitant. L'ordre des avocats sera avisé dès cet après-midi, et votre radiation sera prononcée avant ce soir. C'est inadmissible, protesta Roussel. Non, c'est l'heure de rendre des comptes, le corrigea Manon. Néanmoins, je suis pragmatique. La corruption de Madame Dubois est ma priorité. Vous, dit-elle à Leroy, n'êtes qu'un pion. Vous avez donc une seule option. Coopérer sans réserve. Détaillez chaque pot de vin, chaque affaire que vous avez payée pour orienter, chaque information que vous lui avez achetée. Vous porterez un micro, et vous les aiderez à mesurer l'étendue de la gangrène. Si vous le faites, peut-être que le procureur se montrera clément. Sinon, vous pouvez jouer les durs avec maître Roussel, et je demanderai personnellement au procureur de requérir la peine maximale pour chaque chef d'inculpation. Votre carrière est finie, monsieur Leroy. La seule inconnue, c'est de savoir si vous passerez les 10 prochaines années derrière les barreaux. Leroy se tourna vers son avocat, le regard suppliant. Roussel, comprenant qu'il était face à un mur, soupira et desserra sa cravate. Vous devriez. Écoutez madame la juge, Stéphane. Leroy craqua. Il avoua tout. La réalité dépassait l'imagination de Manon. Depuis 5 ans, Leroy soudoyait Monique. D'abord modestement, 100 € pour faire traîner un dossier. Puis 500 € pour s'assurer de passer devant un juge connu pour sa clémence. Mais la véritable révélation, celle qui donna la nausée à Manon, concernait le papier plié qu'elle lui avait vu prendre ce matin. Ce n'était pas un état des audiences. C'était une liste de témoins confidentiels. L'affaire de Leroy de 9h30 concernait une agression violente. Son client était une brute riche et influente. Le papier que Monique lui avait remis contenait le nom et l'adresse du principal témoin à charge, la sœur de la victime, qui vivait cachée. Monique Dubois ne se contentait pas de vendre des arrangements de planning. Elle vendait la sécurité des gens. Le sang de Manon se glaça. Elle rappela l'enquêteur. Laissez Leroy. J'ai besoin d'une protection de témoins. D'urgence. Envoyez une équipe à cette adresse, dit-elle en lisant l'adresse issue des aveux. Le témoin dans l'affaire est à contre-Marchetti est en danger. Cette découverte changeait la donne. Ce n'était plus de la corruption, mais une association de malfaiteurs. Une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Un niveau de perversion qui pouvait tuer. Le karma qui s'abattit sur Monique Dubois ne se limitait plus à la perte de son emploi. Il s'agissait de la perte de sa liberté. Confrontée à ce fait,
à la prise de conscience que son service avait mis une femme en danger de mort, les dernières défenses de Monique cédèrent. Les enquêteurs découvrirent une liste de clients dans un tiroir. Stéphane Leroy n'était qu'un des 6 avocats de son système. Elle tenait un registre, avec des dates et des montants. Ses 30 ans de carrière se résumaient à 30 ans d'une entreprise criminelle, bâtie sur la cruauté ordinaire et le racisme systémique, financée par l'extorsion des plus faibles et la corruption. Elle ne fut pas simplement licenciée. Elle fut placée en détention provisoire pour risque de fuite et trouble à l'ordre public. Toute sa carrière, son identité de reine du tribunal, fut réduite en cendres en l'espace de 3 heures. Parce qu'elle avait ri de la mauvaise personne. Parce qu'elle avait jugé qu'une femme noire en tailleur ne pouvait pas être sa supérieure. Le palais de justice de la Drôme mit du temps à s'en remettre. Le scandale Dubois, comme le titra la presse, fut dévastateur. Monique Dubois plaida coupable à une longue liste de chefs d'accusation. Le juge, dépêché d'une autre juridiction, se montra intraitable. Ses 30 ans de service ne furent pas considérés comme une circonstance atténuante, mais aggravante. Elle fut condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. Elle perdit connaissance à l'énoncé du verdict. Stéphane Leroy fut radié du barreau. Son témoignage, monnayé contre une peine réduite, fit tomber 3 autres avocats et brisa la carrière de 2 autres. Son riche client, face à l'effondrement de sa défense, plaida également coupable. Le témoin, par miracle, avait été mis en sécurité à temps par les services du procureur. Mais la tâche de Manon Mercier était loin d'être achevée. Le vrai karma n'était pas la punition de Monique, mais la reconstruction. Manon, avec le soutien indéfectible d'un président Fournier-Penaud, prit les choses en main. Sa première décision fut de nommer un nouveau greffier en chef. Elle offrit le poste au jeune et timide avocat de l'aide juridictionnelle, Monsieur Dubois, première victime de Monique ce jour-là. Stupéfait, il accepta. Manon vit en lui l'intégrité qui manquait. Monsieur Dubois, lui dit-elle dans son bureau, je ne vous propose pas ce poste pour vos talents d'avocat. Je vous le propose parce que vous avez fait preuve de respect. Même face au mépris, vous avez suivi les règles, même face à l'intimidation. Ce service n'a pas besoin d'un despote. Il a besoin d'un serviteur de l'État. Pensez-vous pouvoir l'être? Il accepta, et sa première mesure fut d'installer une nouvelle plaque au guichet, en français et en anglais, nous sommes là pour vous guider. Votre dignité est notre priorité. La deuxième mesure de Manon fut de retrouver Sarah Martin, la femme aux 150 €. Manon lui présenta personnellement les excuses du tribunal. Elle lui fit rembourser la somme via un fonds d'urgence et présida elle-même l'audience finale, lui accordant une ordonnance de protection de 5 ans. La justice, après avoir été bafouée et monnayée, était enfin rendue. Mais le changement le plus profond fut dans l'atmosphère. La juge Manon Mercier avait, en une matinée, imposé un nouveau standard. Sa salle d'audience, la 3B, devint un modèle. Efficace, intolérante aux jeux de procédure, mais surtout, équitable. Elle traitait les avocats commis d'office avec la même déférence que les avocats d'affaires. Elle écoutait les prévenus. Elle motivait ses décisions. Le racisme cruel et ordinaire que Monique avait érigé en système avait disparu, asphyxié par cette nouvelle lumière. Plusieurs mois plus tard, Manon traversait le hall en fin de journée. Le sol était propre, l'air plus respirable. Le nouveau greffier en chef, Monsieur Dubois, expliquait patiemment une procédure à une jeune femme au guichet. La jeune femme était noire. Vêtue d'un tailleur simple, elle était visiblement nerveuse, une collaboratrice junior d'un petit cabinet. Je comprends que ce soit complexe, disait Monsieur Dubois avec bienveillance. La requête en substitution doit comporter le numéro de l'affaire initiale, mais le projet d'ordonnance doit. Tenez, je vais vous montrer. Il sortit de sa guérite et se plaça à côté d'elle, lui indiquant une ligne sur son formulaire. La jeune avocate, une certaine Inès Diallo, le regarda, visiblement soulagée. Merci. Merci infiniment. J'avais peur de faire une erreur. Tout le monde fait des erreurs au début, sourit Monsieur Dubois. Mon rôle est de vous aider à ne pas en faire. Bienvenue au palais de justice, maître. Manon assista à la scène. Elle vit la jeune avocate se redresser, regagner en assurance. Elle vit la crainte dans ses yeux se muer en un sentiment d'être à sa place. Manon poursuivit son chemin vers la sortie. Sans un mot.
Ce n'était pas nécessaire. Le cliquetis régulier de ses talons sur le sol lustré était le seul bruit. C'était le son de l'intégrité. Le son d'une promesse tenue. La citadelle était tombée. La gangrène avait été retirée. Et l'œuvre de la justice, la vraie justice, pouvait enfin commencer. Le vrai karma n'est pas seulement une punition, ce sont des conséquences. Le rire raciste et arrogant de Monique Dubois fut l'artisan de sa propre chute. Elle avait passé 30 ans à bâtir un royaume corrompu, et l'avait vu s'effondrer en une matinée, incapable de voir au-delà de la couleur de peau d'une femme. Elle n'a pas seulement perdu son travail, elle a perdu sa liberté. Et la juge Manon Mercier n'a pas seulement obtenu des excuses, elle a eu l'opportunité de réformer tout un système. Elle a remplacé la pourriture par le respect. Elle a abattu les murs des préjugés pour rebâtir sur les fondations de l'intégrité. Cette histoire nous rappelle avec force que la personne que l'on méprise aujourd'hui peut être celle qui détiendra notre destin demain. Le respect n'est pas une faveur. C'est la loi.